Merci d'être là, rassemblés pour écouter une intervention, une conférence par Hervé Friedman. Il faut que je fasse attention parce que j'en connais deux de Friedman. René, oui. Donc, vous avez bien noté qu'on a fait une petite des changements dans les dates des prochaines conférences, en particulier. La conférence sur la médecine narrative aura lieu le 29 janvier. Ce n'est pas ce qui était dans les programmes précédents. Donc on est rassemblés aujourd'hui pour parler de éthique et cancer. L'explosion des connaissances en médecine est telle actuellement que à chaque fois qu'il y a une nouvelle technique, il y a des problèmes éthiques. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors je vais donner la parole d'abord, peut-être un petit mot de Christian Hervé qui fait un mot introductif et ensuite Hervé va nous faire cette conférence. C'est vrai que j'avais complètement oublié que je pouvais en effet introduire. Mais ça fait que ça fait tellement longtemps qu'on travaille déjà un peu ensemble. Depuis maintenant, on peut dire 2 ans à peu près, 1 an et demi, 2 ans. En définitive, Hervé Friedman a été celui qui a été capable de me faire travailler à l'hôpital Georges Pompidou. Avec le programme Siri, qui est un programme particulièrement innovant, à la fois sponsorisé, il en parlera peut-être, par l'INCA aussi, si j'ai bien compris, le ministère par la DGS et par l'INSERM. Eh bien, c'est une volonté pendant une période donc de 5 ans, mais on vous l'expliquera beaucoup mieux. Et parmi dans la construction du programme, il y a 3 axes. Et Hervé Friedman a particulièrement insisté pour qu'il y ait une dimension éthique qui se développe au sein de ce programme. Et c'est très étonnant parce que Pavel Hamet, avec lequel je viens de discuter, qui lui aussi, de la même manière, travaille sur le domaine, vient de m'annoncer qu'il avait désormais au sein de son laboratoire un laboratoire de recherche en éthique qui travaille justement sur ces objets de recherche. Donc, ce qui montre que les éléments se rejoignent, les idées se rejoignent et que la réflexion éthique apparaît fondamentale. En définitive, notre problème, et vous allez le voir dans les conférences qui vous ont été données là, notre problème est que la médecine va être fortement dépassée, en quelque sorte. Parce que nous allons être inclus au niveau de mouvements, pour ne pas dire de forces, qui sont des forces géopolitiques, qui sont des forces commerciales, avec des enjeux majeurs. Et je me plairais pour ça de citer un rapport, qui est le rapport Levergeon. Madame Levergeon, en particulier pour le président de la République, a été amenée à proposer 7 priorités pour 2030. Et dans ces 7 priorités se trouve, comme par hasard, la médecine individualisée, ce qui montre bien toute l'importance du sujet que nous allons traiter là. Et nous sortons en quelque sorte de 2 jours où nous avons parlé beaucoup à la faculté Paris-Descartes de ce type de médecine, qui a aussi été appelée médecine prédictive et que maintenant on appelle médecine de précision. Enfin, tous les termes qui sont donnés actuellement montrent bien l'importance de bien caractériser l'objet, en quelque sorte, qui est encore, même s'il se développe depuis longtemps, un objet de recherche. Et à ce niveau-là, de nouveaux changements dans les pratiques ont eu lieu, et c'est pour cette raison que dès le mois de septembre, le 19 septembre dernier, nous avions posé la question aux professionnels autant de l'HEGP, de Cochin, aux collègues des Cordeliers, et nous avions demandé à ce qu'ils nous disent en quoi cette nouvelle pratique dont on va vous parler, de la médecine ciblée, avait changé, leur avait posé des problèmes. Et là, il y a 2 jours, nous avons continué encore un peu plus loin et nous avons été amenés à confronter les problèmes qui sont les nôtres
en rapport d'ailleurs peut-être avec un certain manque d'informatisation relative en France, avec des données publiques qui auraient pu être affirmées plus dans une volonté politique peut-être qui nous a manqué. D'autre part, l'introduction des sciences humaines et sociales qui, dans beaucoup de programmes, nous manque, dont en particulier l'éthique. Et nous avons eu cette possibilité d'une confrontation avec Lisa Simpson, qui est justement à l'Académie de médecine des États-Unis, d'autre part, qui est la personne qui s'occupe de tous les essais cliniques au NIH, et qui, je viens de l'apprendre encore, est quelqu'un qui a bien connu aussi Claude Hurier, qui se trouve ici. Et c'est vrai que tout ceci est, si j'ai bien compris, grâce à un médiateur génial, James Goldberg, ici présent aussi. Donc, tout ceci pour montrer comment on a beaucoup parlé de la médecine personnalisée et que c'est important que pour les étudiants, parce que toutes ces conférences Hippocrate sont bien entendu enregistrées et on peut, sur le site de la faculté, 15 jours après qu'elles aient eu lieu environ, revoir, et les étudiants ne s'en privent aucunement, parce que ce sont de véritables références. Et vous savez qu'il y a aussi des verbatims qui sont publiés dans la Revue générale du droit médical, dans laquelle les différents verbatims sont critiqués, sont commentés par un certain nombre de collègues de sciences humaines et sociales qui donnent leur avis, souvent des économistes du droit et des collègues sociologues. Donc voilà un peu dans quoi vous êtes tous les deux, en quelque sorte, et nous sommes en quelque sorte un peu à l'apothéose de ce thème, en le campant, l'ayant campé dans le programme Cyrique Carpem, qui a été monté par Hervé Friedman et un certain nombre de ses collaborateurs, dont il va vous parler. En tout cas, je tiens à le remercier là, en conclusion de cette introduction, qui montre bien comment nous avons été amenés à travailler ensemble et en recherche, mais d'avoir surtout fait confiance à un laboratoire d'éthique médicale. On en parlait hier avec le doyen, lorsqu'il donnait les prix aux étudiants qui avaient leur master, comment en 20 ans, le regard des chercheurs par rapport à la réflexion éthique avait évolué. Et je dois témoigner que c'est encore le cas là par rapport à l'attitude qui a été la tienne, et je tiens encore à te remercier. Je te donne la parole. Et donc je voudrais remercier Christian Hervé de cette introduction. Vous dire que c'est la deuxième fois que je viens en rencontre d'Hippocrate. La première fois, c'était il y a quelque temps, parce que pour présenter le plan cancer 2. J'avais fait partie du comité qui était chargé de l'axe recherche du plan cancer 2 avec Fabien Calvo, avec quelques autres. Et donc nous avions beaucoup réfléchi et discuté sur ce que devaient être les actions phares en matière de recherche du plan cancer 2. Et maintenant on est dans le plan cancer 3, donc vous voyez, c'était il y a quelques années. Et nous avions proposé comme action numéro 1 de mettre en place ce qui finalement existait en partie en France. Je me tourne vers le sénateur Hurier, le président Hurier, mais que l'on voulait renforcer, qui était l'équivalent des Comprehensive Cancer Centers américains, mais qu'on a donc appelé des CIRIC, des sites intégrés de recherche en cancérologie. L'idée étant qu'il fallait construire il y en a qui existaient déjà très avancés, je reviens dans un instant, avec Curie et Ligère, et l'idée étant il fallait construire des sites qui s'intégraient pour développer de la clinique cancérologique, de la prévention, du dépistage, tout ce qu'on voulait, mais qu'il fallait le construire sur la base d'une recherche intégrée. C'était la recherche qui devait être le primum movens, si je peux dire, du développement de la cancérologie. Et donc, ça c'était le point numéro 1. Et le point numéro 2 qui a pris
beaucoup, beaucoup de temps à se mettre en place, des heures et des heures de discussion. Ça avait été de dire on va lancer un appel d'offres et on va mettre de plusieurs conditions. Il faut que ce soit un vrai site intégré, il faut que les gens travaillent ensemble, etc. Et comme caractère obligatoire, il faudra qu'il y ait des sciences humaines et sociales. Ce qui n'était pas, il y a 6-7 ans, ce n'était pas si évident que ça comme obligation. Sinon, on considérera la demande comme non acceptable. Et donc, cette campagne a eu lieu, des CIRIC ont été créés, il y a eu 3 CIRIC créés à Paris et dans sa région, l'Institut Curie, qui était déjà un CIRIC, l'Institut Gustave Roussy, qui était aussi déjà, on peut considérer un CIRIC, et puis le CARPEM, qui est porté, je dirais un instant, par Pierre-Laurent Puig, et j'essaye de l'aider au maximum. Vous avez assis ici le secrétaire général du CARPEM, Yann Guivarch, la coordinatrice Karine Pallier, qui, je dois dire, était beaucoup plus difficile parce que c'était mettre ensemble des gens qui n'étaient pas, depuis Madame Curie, l'habitude de travailler ensemble, qui n'étaient pas obligatoirement sur le même site, qui étaient, bah oui, tu as bien connu cette époque-là, et à qui on essayait de monter quelque chose, et je crois que c'est en train de pas mal réussir. On a essayé donc de monter un véritable site intégré de recherche en cancérologie. Je crois que nous sommes en train d'y parvenir. Alors, je ne vais pas, en même temps, après ce qu'a dit Christian, je suis un peu inquiet parce que j'ai peur d'une conférence extrêmement naïve, après les journées que vous avez passées à discuter de ça, plutôt que de vous présenter dans le détail les extraordinaires recherches que nous faisons dans les différentes équipes du CARPEM. J'ai préféré vous présenter le CARPEM, je vais vous le présenter dans un instant, et essayer de passer au travers de la vue du biologiste qui fait des recherches, de quels peuvent être les questionnements éthiques qui se posent et qu'est-ce que nous rencontrons, et donc de pourquoi il était... Alors peut-être on a déjà... Le 3e axe a déjà déteint sur moi, et quelles sont les questions que nous nous posons, et si c'est trop naïf, vous me le direz, mais sinon il y aura une discussion. Alors, d'emblée, nous avons appelé, pourquoi est-ce que notre CARPEM s'appelle CARPEM? C'est l'acronyme de Cancer Research and Personalized Medicine. Alors, comme il y avait un comité international, on se dit que si on le faisait en anglais, tout le monde comprendrait plus facilement. Et je dois immédiatement vous présenter mes excuses parce qu'une partie de mes diapositives est en anglais, l'autre est en français, parce que je les ai... ceux qui me connaissent savent que je suis extrêmement paresseux et que donc j'en ai pris un certain nombre de collègues que je vais citer, en particulier de Curie. Mais donc il y aura moi je parlerai en français, mais vous aurez cela tout au long de l'exposé. Donc le porteur, et nous avons monté cela ensemble, c'est Pierre-Laurent Puig, donc, qui est, vous verrez, un généticien, biochimiste génétique, gastro-entérologue à l'hôpital européen Georges Pompidou et qui fait ses recherches au Saint-Père, et puis moi-même. Ce CARPEM est placé sous l'égide de l'Université Paris-Descartes. Donc les participants sont tous, ou en grande partie, membres de cette université. Sur le plan clinique, alors je vois déjà que Necker a disparu, mais n'y voyez pas une... Il est en blanc sur le fond qui est moins... Ça se voit bien habituellement sur un fond plus sombre. Nous avons... Il fallait que ce soit quand même qu'il y ait une certaine unité géographique. Et il y avait déjà une ombrelle universitaire, la faculté de médecine Paris-Descartes, mais il y a une véritable unité géographique. La faculté de médecine Paris-Descartes gère, on peut dire, le correspondant, on ne gère pas, mais le correspondant universitaire de ces hôpitaux. Alors, je n'ai pas mis l'hôpital européen Georges Pompidou dans son ensemble. Je vois qu'il manque les quelques hôpitaux associés. L'hôpital Cochin et le département d'hématologie de l'hôpital Necker, qui est peu visible ici, mais qui est extrêmement important au sein du CARPEM.
autour de cela, un certain nombre de centres de recherche importants, à la fois en nombre et je crois en qualité, sont associés. L'Institut Cochin, à Cochin, le centre de recherche des Cordeliers, vous êtes au milieu de ce centre de recherche qui est tout autour de vous. Guido Kremer vient de s'installer, là finalement il est là, 500 personnes faisant de la recherche. Des équipes au Saint-Père et des équipes au sein de centres de recherche de l'hôpital européen Georges Pompidou. Alors, ceci représente un site ou un centre qui est assez impressionnant. Donc il est, je l'ai dit, sous l'égide de l'université Paris-Descartes, qui est une des grandes universités parisiennes et françaises, dans lesquelles nous avons comptabilisé qu'environ 15% de la recherche de l'université est de la recherche sur le cancer. Donc c'est une masse qui est importante. Nous sommes tous dans le parti de la faculté de médecine Paris-Descartes. Alors à l'époque c'était les bons chiffres, monsieur le doyen, j'espère qu'ils correspondent toujours à la réalité, où il y a environ 10 000 étudiants. Oui, oui. 800 enseignants, 212 à l'époque services hospitaliers, 2 hôpitaux universitaires et des gros hôpitaux, Cochin, l'HEGP et le département d'hématologie de l'hôpital Necker. Et dans le sein du CARPEM, il y a 45 professeurs de cette université qui ont donc des responsabilités cliniques, de recherche et d'enseignement, et ce sont les 3 éléments qui forment ce CARPEM. Alors, quel est l'objectif de ce CARPEM qui a été, pourquoi ça s'appelle CARPEM? C'est de s'engager très fortement dans la production de connaissances qui amène à une véritable médecine personnalisée du cancer. Nous avons choisi cela non seulement parce que c'est à la mode, mais aussi parce que plusieurs des équipes leaders dans le CARPEM, et je vous donnerai quelques exemples, sont vraiment leaders mondiaux dans le développement d'une médecine personnalisée. Je vais vous donner quelques exemples. Je ne vais pas vous lister l'ensemble des travaux, mais donner quelques exemples quand je vais parler des questions éthiques que ça pose, pour produire des marqueurs. Alors, je ne sais jamais comment on le dit en français, marqueur, hein, donc je vais le garder dans le mauvais franglais, je ne sais pas le dire. Pronostic, c'est-à-dire qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'on peut attendre de la vie des malades. Théranostic, c'est-à-dire comment peut-on prédire la réponse à des traitements. Agir sur les effets immunomodulateurs d'agents anticancéreux. Et nous avons plusieurs équipes très fortes, très puissantes dans ce domaine au sein du CARPEM. Définir des nouvelles cibles thérapeutiques, encore une fois ciblées sur les connaissances du CARPEM. Et vous voyez d'emblée tout cela en y intégrant les questionnements éthiques et les facteurs psychosociologiques. C'est-à-dire, et finalement, ça paraît être de l'enfonçage de porte ouverte, mais c'est quand même assez nouveau. C'est-à-dire que l'ensemble de la démarche est une démarche qui intègre l'éthique. Qu'est-ce que nous demandons, qu'est-ce que nous attendons de cette éthique? C'est qu'émergent de nouvelles questions, des relations entre eux, parce que, encore une fois, hein, c'est fondé sur la recherche. Nous ne demandons pas à Christian Hervé et à ses collaborateurs de faire le comité d'éthique, ça il le fait par ailleurs, mais nous demandons qu'ils fassent de la recherche en interaction avec les recherches que nous faisons, de façon à ce qu'émergent de nouvelles questions en relation entre les chercheurs, les patients, la société civile, concernant la médecine personnalisée en cancérologie. Et les rendus qu'on attend de ça, c'est qu'on ait une présentation, une clarification des protocoles de recherche translationnelle, qui sont quand même essentiels pour passer du laboratoire de recherche fondamentale aux patients,
La justification des collections biologiques, je passerai un peu de temps à parler de ça, parce que c'est un des éléments majeurs qui nous concerne. La clarification dans la gestion des résultats personnels et collectifs. Et là, vraiment, il y a des questionnements qui sont des questionnements extrêmement importants. Alors, voilà, je ne veux pas vous ennuyer plus avec ça, et je vais utiliser un certain nombre de données. Je vous donnerai un peu de données expérimentales, mais essentiellement un certain nombre de questionnements qui, autour de des questions que nous pouvons rencontrer. Et comme je vous l'ai dit, beaucoup des diapositives que vous allez voir sont des diapositives qui ont été faites, je ne sais plus un peu les modifier par moment, par 3 de mes collègues. La première, c'est celles qui sont en anglais essentiellement, et quelqu'un qui n'est pas dans le CARPEM, dans le CIRIC CARPEM, mais dans le CIRIC Curie. C'est Dominique Stoppa-Lyonnais, qui est donc généticienne à Curie, mais professeur à l'Université Paris-Descartes dans notre faculté, qui est généticienne à l'Institut Curie, et qui a donc, en étant généticienne à l'Institut Curie, avec tous les problèmes de recherche et de prédiction des risques, et bien entendu réfléchi sur ces questions depuis longtemps, et qui a eu la gentillesse de me donner ces diapositives. Pierre-Laurent Puig, vous verrez, donc le directeur du CARPEM, qui lui aussi travaille sur la médecine personnalisée dans le cancer colorectal, et Franck Pagès, qui était chez moi pendant des années, quand je dirigeais le service d'immunologie de l'hôpital européen Georges Pompidou, qui donc a une plateforme que je crois qu'il a parlé plusieurs fois, que je vais très rapidement présenter, sur un autre aspect de la médecine personnalisée, que dans les 2 cas soulève un certain nombre de questions. Alors, vous le savez mieux que moi, je vais vous donner ma définition de la médecine personnalisée en cancérologie. Et c'est celle-là donc sur laquelle qui va conduire tout au long de cet exposé. En cancérologie, la médecine personnalisée consiste à identifier des marqueurs prédictifs, donc on est avant la maladie, diagnostic, pronostic, et à proposer des traitements adaptés à chaque patient. Vous voyez d'emblée qu'on n'est pas, il vient d'y avoir le Téléthon là, on n'est pas dans des maladies monogéniques. On n'est pas dans des maladies rares où, finalement, on pourrait imaginer que c'est assez simple. On s'adresse à 10 millions de nouveaux cas par an et nous avons l'outrecuidance de penser que nous aurons 10 millions de traitements différents, les mieux adaptés possibles à chaque patient. Mais enfin, c'est ça qui est l'objectif, d'essayer de bien définir des groupes. Elles se fondent souvent sur des critères génétiques propres à la cellule cancéreuse et ou aux patients. Et on sait que c'est le « et » qui est probablement plus important encore que le « ou ». Elle pose bien sûr des questions éthiques de confidentialité au niveau de la recherche, d'information aux patients et d'éventuelle exclusion d'un patient au niveau clinique. On va y revenir, c'est-à-dire qui dit médecine personnalisée dit que pour tous ceux pour lesquels elle n'est pas personnalisée, eh bien, n'ont pas accès à ce nouveau traitement. Et il faut avoir le courage, on va y revenir, de ne pas traiter. Et ça, en tout cas avec le nouveau médicament qui donne tellement d'espoir grâce à la télévision à tout le monde. Alors j'ai séparé mon exposé en plusieurs éléments. La recherche, vous verrez, la prévention, le pronostic et le traitement. On va commencer par la recherche. Et donc c'est la partie que j'ai volée, enfin elle me l'a donnée, à Dominique Stoppa-Lyonnais. Et c'est la partie qui est écrite en anglais. Donc, voilà, j'espère qu'on va voir. Quels sont les problèmes dans la recherche? La recherche, elle est multiple, il se passe beaucoup de choses. Quels sont les problèmes dans la recherche qui soulèvent particulièrement des problèmes éthiques? Christian Hervé y a fait allusion. Eh bien, c'est le développement de techniques de séquençage à très très haut niveau qui permettent d'avoir accès à l'ensemble, ce qu'on appelle l'exome, c'est-à-dire des gènes qui vont être exprimés, à l'ensemble du génome, à tous les gènes qui sont transcrits et qui sont modifiés. Et puis aussi, ça nous donne accès à l'exome des lignées germinales et à l'exome total, c'est-à-dire à ce qui est transmissible à ces enfants.
Donc vous voyez d'emblée qu'on est dans une situation, je vous montrerai un exemple que vous connaissez peut-être, une situation où, pour faire avancer la recherche, on est capable très rapidement d'avoir une information complète sur le patrimoine génétique d'un individu et sur ce qu'il va transmettre à ses enfants, ce qui pose quand même un peu de problème. La diversité des tumeurs, l'hétérogénéité génétique à l'intérieur des tumeurs et la complexité des résultats génétiques, ce qui sont les mutations majeures et les mutations passagères, nous forcent à aller d'analyses ciblées à des analyses générales. C'est-à-dire que là, le patient dont on a la tumeur ou dont on a le génome, il fait partie d'un ensemble, et d'un ensemble qui est extrêmement important. Et puis, l'autre point très important, c'est qu'avant, on faisait des études dans son laboratoire, et puis on faisait des très beaux papiers en étant dans son laboratoire. C'est de moins en moins possible si on veut être compétitif, et on doit passer d'études qui sont spécifiques d'un site à des collaborations internationales au niveau mondial, ce qui, là aussi, pose des problèmes de confidentialité qui deviennent très, très vite majeurs. Je suis content de voir que vous êtes d'accord, parce que parler d'éthique devant vous, ça me stresse. Et effectivement, il y a de très grands consortiums. Il y a 2 consortiums majeurs, 3 même. L'International Cancer Genome Consortium, le Cancer Genome Atlas et puis le Global Alliance. Et si on veut accélérer la recherche, il faut partager les résultats et il faut qu'ils soient en accès libre ou le plus libre possible. C'est-à-dire que toute la communauté scientifique qui s'y intéresse puisse y avoir accès. Comme on dit toujours que 90% des chercheurs de l'histoire de l'humanité sont vivants aujourd'hui, ça fait une communauté qui est une communauté extrêmement large. Alors, un mot sur l'International Cancer Genome Consortium. Il a été lancé en 2008. Et son objectif, voilà, vous voyez que c'est un consortium sombre, c'est d'obtenir des informations sur l'ensemble des données génétiques, des gènes, de ce qui est transcrit, de ce qui est modifié, dans 50 tumeurs différentes, dans 25 000 échantillons. Donc d'emblée, on est passé de nos 200 cas qu'on fait habituellement à 25 000 échantillons, et à travers qui sont avec des résultats, des annotations cliniques et sociétales dans le monde entier, et qui doit être rendue ouverte à l'ensemble de la communauté scientifique mondiale avec un minimum de restrictions. La France fait partie de ce consortium. D'ailleurs, je crois que je l'ai indiqué. Il y a déjà eu, quand la diapositive a été faite, près de 8000 tumeurs qui ont été faites. Au Canada, nous avons quelqu'un de Montréal, en Australie, en Chine, en France, en Allemagne, au Japon, en Espagne, aux États-Unis, etc. Donc d'emblée, une explosion d'une collaboration internationale au niveau de la recherche, et d'emblée, une explosion donc des connaissances de ce qui est l'intimité génétique des individus qui sont porteurs de cancer. Ce Global Alliance n'est pas très différent. Il y a 69 institutions dans 13 pays différents qui veulent créer une organisation qui permet, et c'est toujours le maître mot, et ça c'est un mot essentiel en recherche, la circulation libre de l'information. C'est bien ça, mais ça pose évidemment un certain nombre de problèmes. Et quand même, comme c'est venu après, vous voyez, je vais utiliser le verbatim anglais parce qu'ils ne sont pas très sûrs de... The Alliance also hopes, ils ne sont pas sûrs d'y parvenir, to tackle privacy and informed consent issues. On se rend bien compte que c'est extrêmement difficile, mais on va essayer quand même de protéger les données au maximum de ce qu'on peut. Mais ils tournent tout de suite, ils disent, qui empêche les chercheurs de partager leurs résultats. La loi Hurier, c'est une catastrophe, on ne peut plus rien faire, vous voyez. Il faut absolument... Comment est-ce qu'on pourrait l'interpréter? Peut-on contourner ces questions? Voilà. Je peux dire que la loi Hurier, heureusement, a changé les choses de façon extrêmement positive. Et donc, il veut créer donc un network. Vous avez tous entendu parler des clouds en ce moment, c'est très à la mode.
de ce qu'on va mettre dans ces nuages, et on aura donc un accès de tout le monde à ces data. Et donc, là-dedans, il y a le NIH, le Wellcome Trust, le Sanger Institute, les Chinois. Vous voyez que les grandes institutions internationales y sont, et donc que ça va marcher. Alors, l'autre verbatim, c'est celui-là. Avec le coût du séquençage du génome qui s'effondre, vous pouvez avoir votre génome au prix d'un petit Mac maintenant, si vous voulez, là, même moins cher que ça. 100 €, voilà. Le nombre de génomes humains qui vont être séquencés va atteindre des millions rapidement. Donc on aura des millions d'individus dont les génomes, les séquences vont circuler à travers le monde entier avec l'ensemble des informations qu'ils souhaitent ou ne souhaitent pas qui soient rendues publiques. Donc voilà. Alors cela nous amène à la question du respect et de la protection des patients qui participent à leur corps défendant quelquefois à ce type d'études. Alors bien entendu, le point numéro 1, c'est d'obtenir le consentement du patient. Et ça, sinon on ne peut en principe rien faire. Ce consentement est basé sur l'information de ce qu'on va lui faire, sur les cellules qu'on lui a prélevées ou l'ADN qu'on lui a prélevé, ses modalités, ses objectifs. Un point très important, évidemment, et la loi Hurier, pour d'autres points, avait été majeure pour ça, c'est-à-dire que ça n'aura pas d'impact, en tout cas négatif, sur les soins qui lui seront apportés. Et il va avoir sa décision pour faire cela. Mais beaucoup de questions restent ouvertes. On va lui demander son consentement. Pourquoi? Pour une étude? Pour quelles études? Une fois qu'on a l'ADN, et malheureusement, en cancérologie, l'ADN peut rester dans un congélateur plus longtemps que le patient, et qu'on veut faire une nouvelle étude. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, quel consentement? Quand on va rapporter au patient les résultats de l'étude, qu'est-ce qu'on doit lui rapporter? Est-ce qu'il faut lui rapporter ce qui le concerne? Ou est-ce qu'il faut lui rapporter le résultat de l'étude dans sa globalité? Moi, je peux avoir une opinion là-dessus, mais enfin, ce sont des questions qui se posent. Et puis, encore une fois, je disais tout à l'heure, quel consentement peut-on avoir pour des études rétrospectives où, quelquefois, les patients ne sont plus là pour donner leur consentement? Donc, voilà un premier nombre de questions qui se posent. Et puis, le caractère privatif, on a besoin des données cliniques qui concernent ce patient. Est-ce qu'il est métastatique? Est-ce qu'il n'est pas? Est-ce qu'il est obèse? Etc. Les résultats des recherches et les résultats génétiques. Ce qui veut dire que la règle mot, vous me direz, c'est facile, la CNIL a l'habitude de ça. Il suffit d'anonymiser. Si vous prenez un patient et que vous lui donnez un numéro, ben voilà, on ne pourra pas le retrouver. Sauf que on a besoin de ces données cliniques. Ce qui veut dire que l'anonymisation définitive est impossible. Voilà, une fois qu'on l'a dit. Et en plus, on ne peut pas le faire puisqu'on s'est engagé à lui donner les résultats de l'étude et ou des résultats inattendus de l'étude qui vont sortir potentiellement aussi. Alors on ne peut pas rendre des résultats à quelqu'un dont on ne sait pas comment faire. Qui sait? Alors, quelles sont les solutions, bonnes ou mauvaises, sur lesquelles on essaye de travailler pour que cette contradiction apparente, protéger le caractère privé des études pour un patient donné et partager les résultats dans le monde entier, et avoir beaucoup de données qu'on va partager? La première chose, c'est de lui demander proposer son consentement très tôt, dès qu'il arrive. Je sais qu'il y a des centres, je sais à Bordeaux en particulier, où d'emblée, à la consultation, lorsque on annonce le diagnostic au patient, on lui demande l'autorisation à ce qu'il puisse être prélevé pour faire des études à but de recherche, de façon à ce qu'il ait le temps de réfléchir à ce qu'il veut faire.
La recherche, doit être fondée au maximum sur une collection de tissus qu'on appelle résiduels. Ce n'est pas un très joli mot, mais c'est par exemple ce que le chirurgien enlève et puis ça reste dans un coin, une tumeur, personne ne l'utilise. Et ça ne demande pas de revenir au patient, mais quelquefois on a besoin aussi de sang et il faut prélever le patient et des données cliniques qui le concernent. Lui expliquer que bien qu'on lui demande son consentement, on ne va peut-être jamais faire une étude sur ce à quoi il a consenti. Ou peut-être on la fera dans 3 ans ou dans 10 ans. Donc ça demande de longues consultations d'annonces, mais qui sont effectivement essentielles. Essayer d'anticiper les résultats et éventuellement ce qui n'est pas... qui peut être inattendu, en tentant d'explorer ce qu'il veut vraiment savoir, quoi, le patient, quels sont ses souhaits, et décider au mieux possible de ce qu'on va lui retourner. Là se pose donc la question de l'information qui est donnée au patient après l'étude. Alors, il y a une question, un point sur lequel tout le monde est d'accord. Il faut retourner les résultats de l'étude globale. Hein, si c'est possible. On a fait une étude, et d'ailleurs elle est publiée, on tue père et mère pour la publier dans les meilleures revues. Alors ce serait quand même dommage que les patients n'aient pas accès à cette avancée, qu'on peut espérer être une avancée de la recherche. Alors bon, il peut y avoir peut-être l'organisation, ça je me tourne vers les spécialistes, d'une lettre, newsletter ou un nom qui fait que ces patients... Une fois qu'on leur a prélevé le matériel qui nous intéresse, on ne les laisse pas sans information pendant des années. Se pose la question des résultats individuels d'une étude spécifique. Récemment, on commence à réfléchir à l'idée, vous verrez que ça peut être utile, qu'il faut les donner aux patients, particulièrement lorsque ça a une utilité clinique. Alors vous verrez qu'il y a des exemples où il y a une unité clinique, mais déjà, il faut être en position de juger de ce qui va avoir une unité clinique ou pas, ce qui n'est pas facile. Et puis, là, c'est le plus difficile. On trouve quelque chose qu'on n'attendait pas. Alors là, il faut s'assurer qu'on lui donne l'information, que si elle est validée, alors déjà pour valider une information qu'on n'attend pas, ce n'est pas si facile de ça, et en plus, il faut réfléchir à l'idée de savoir si elle sera cliniquement utile. Est-ce qu'il faut la confirmer sur des échantillons indépendants? Est-ce qu'il faut l'accompagner d'un conseil génétique? Et puis surtout, qu'est-ce qu'il veut savoir le patient? Est-ce qu'il est vraiment volontaire pour avoir l'ensemble des données ou est-ce qu'il n'a peut-être pas envie de tout savoir et il faut essayer d'appréhender tout cela au moment où son consentement est recueilli. Quel consentement? Ça, c'est quand vous avez le patient en prospectif. Mais si vous êtes maintenant devant une étude que vous voulez faire, ce qui est quand même, ce sont les études les plus fréquentes, celles-là, sur une collection qui existe déjà. Hein, vous êtes content parce que les entomopathologistes, les chirurgiens ont mis des années à accumuler des milliers d'échantillons et vous pourrez les travailler. Alors ces échantillons ont souvent été construits, ces banques, dans un objectif diagnostique. Les entomopathologistes doivent faire le diagnostic du cancer sans qu'on ait pensé à l'époque qu'il y aurait un objectif de recherche et donc sans aucun consentement écrit du patient. Et puis, dans d'autres cas, ils ont pu être faits pour de la recherche, mais pour une recherche particulière. Et 3 ans après ou 5 ans après, on a l'opportunité de faire une recherche différente. Dans les 2 cas, le patient peut être perdu de vue, peut être mort, et donc il est difficile de recueillir son consentement. De plus, je vous ai dit au début que nous voulions maintenant, et ça se fait, partager nos données avec le monde entier pour que ça aille plus vite. Ça fait sens. Sauf qu'il y a des différences et des réglementations locales, socioculturelles, légales, qui sont différentes selon les pays, selon les régions du monde.
Et donc, avec tout ça, il est nécessaire d'avoir, dans la majorité des cas, des consentements différents selon les pays, des patients, de leur famille. Et puis, comme on est très très bons, les chercheurs, pour se débarrasser des problèmes, on a créé ce qu'on appelle les International Review Boards, les comités d'éthique, à qui qu'on a chargé, parce que l'éthique, c'est quelque chose de trop sérieux pour être laissé aux chercheurs, à qui on demande de donner ou de ne pas donner leur consentement à la place du patient. Vous vous rendez compte qu'il y a déjà eu une espèce de shift qui est quand même intéressant. On demande à des professionnels de donner, alors je me méfie toujours des gens qui sont trop professionnels, même en éthique, mais aux groupes qui sont là, de donner un consentement que le patient n'est plus en état de donner. Maintenant, le caractère privatif des résultats que nous avons obtenus. Je vous ai dit que l'anonymisation définitive est impossible, particulièrement quand on veut donner les résultats aux patients, et puis aussi quand on veut partager les résultats pour accélérer la recherche. Comment peut-on faire que les résultats cliniques et génétiques restent confidentiels, et comment faire pour qu'il n'y ait pas de discrimination vis-à-vis des patients? Alors là, il m'en manque certainement. Il y a toute une série d'actes des États-Unis, de l'Union européenne qui disent tout ça très bien. L'engagement des chercheurs qui ont ces résultats de ne pas tenter de réidentifier les participants. Et le corps de tout ça, c'est le centre de recherche biologique. C'est-à-dire que dans les hôpitaux, il y a des banques de tumeurs, des banques d'ADN, des banques de sang, ce que vous voulez, et qui vont gérer cette question en tentant de bien distinguer ce qui sont les résultats complètement ouverts au point de vue de l'accès et des résultats qui seront seulement accessibles à un petit nombre de gens. Donc je prends une petite minute, ça fait partie du CARPEM aussi, parce que c'est un élément majeur et on essaye, Yann Guivard, je passe beaucoup de temps à essayer de réunir des gens et Karine aussi pour monter des groupes coopérateurs dans différentes pathologies cancéreuses pour avoir ces collections bien établies sur le plan suivi sur le plan informatique. Le point majeur, encore une fois, c'est que le centre de recherche biologique doit être sous la responsabilité d'un hôpital et pas sous la responsabilité d'une structure de recherche. Il faut qu'il y ait dissociation entre l'hôpital qui soigne les patients et le centre de recherche. Il est responsable de l'anonymisation des résultats du patient dans les deux sens, hein, le patient d'un côté, les résultats de l'autre et le retour. Il est responsable de l'information aux patients des résultats de la recherche et il organise l'information aux médecins et aux résultats pertinents qui sont validés scientifiquement et cliniquement avec une utilité clinique. Alors là encore, ça a l'air d'être des choses évidentes, mais ce n'est pas toujours évident de décider ce qui est vraiment validé, ce qui va vraiment avoir une utilité clinique ou pas. Alors là aussi, je passe rapidement. Il y a un certain nombre de lois, il doit m'en manquer certainement ici, de gens qui passent beaucoup de temps à réfléchir à cela et qui en permanence essayent de proposer des lois qui à la fois protègent le patient et n'empêchent pas la recherche de se développer parce que la recherche, in fine, elle va revenir, elle est au service du patient. Alors je vais vous donner un seul petit exemple, peut-être certains d'entre vous le connaissent, qui a fait beaucoup de bruit, et qui est l'exemple de cette jeune femme, ici. Cette jeune femme s'appelle Henrietta Lacks. Alors peut-être ça ne dit rien à beaucoup d'entre vous, mais à tous les gens qui font de la recherche en cancérologie, ça dit quelque chose, puisque cette dame a eu un cancer et je ne sais même pas qui d'ailleurs, en 1900, je crois, 51, a pris une biopsie du cancer de Madame Lacks et a établi une lignée qui s'appelle ELA. ELA pour Henrietta, HE pour Henrietta, LA pour Lacks. C'est l'ADAPAT qui a fait ça. Donc il a appelé ça ELA. Il pensait que c'était suffisamment anonymisé à l'époque, de toute évidence. Et nous avons tous utilisé et continuons à utiliser la cellule ELA, qui est
une grande vedette en cancérologie. Il y a des tas de travaux qui sont faits avec cette cellule-là. 20 ans après, Mme Henrietta Lacks était décédée, le journal Obstetrics and Gynecology a dit, cassé le code et a dit, en fait, là, c'est Mme Henrietta Lacks, et c'est elle qui a donné les cellules, et donc c'est paru dans les plus grands journaux, Nature, Science, en 1971. Alors, la famille de Mme Lacks a dit, voilà, c'est formidable, on a de la science, donc on les a photographiés, je vous montrerai la photo, et puis les scientifiques, ils ont été contents parce qu'ils avaient des gens de famille où ils pouvaient prélever du sang, regarder les gènes qu'il y avait là, ils ont dit c'est formidable, on va participer à la recherche, c'est extraordinaire. Et donc la famille a été honorée en 1996. Au premier, il y a eu un Ella Cancer Control Symposium, c'était formidable. 2013, c'est-à-dire 40 ans après qu'on ait prélevé, 40 ans, 50 ans, je ne sais plus, entre 1951, même plus, 60 ans. Après, je hais faire ce type de calcul. Après qu'on ait prélevé cette tumeur, patatras, une équipe allemande publie, sans informer la famille, le génome de la lignée là. Et tout d'un coup, est exposé sur la place publique l'ensemble du génome. Alors, entre-temps, à force de faire des cultures, le génome avait un peu dérivé. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que les gènes associés au cancer dans ces cellules. Il y a l'ensemble des gènes de la famille. Alors, ça fait beaucoup de bruit. Hein, bon. La famille Lacks, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elle aurait pu faire d'autre, a fini par accepter que va continuer à participer à la recherche. Vous voyez qu'on a fait... Elle est morte à 31 ans. Hein. On les a photographiés. Là, on a fait une plaque pour Mme Lacks. Mais voilà, je trouve que c'est très illustratif de ce genre de choses tout à fait inattendues. Évidemment, la NAPAT qui, il y a 60 ans, a nommé Ella, pour son propre moyen mnémotechnique, les cellules d'Henrietta Lacks, il n'imaginait pas que 50 ans plus tard, on allait publier le génome et mettre tout le monde dans la situation. Alors voilà le genre de situation, peut-être un peu outrée, mais qui est, je crois, assez illustrative des questionnements qui se posent. Alors, conclusion de cette partie, essayer d'avoir au maximum le consentement du patient pour de la recherche non interventionnelle. Essayer d'avoir un consentement large, c'est-à-dire de bien faire comprendre que peut-être on aura besoin de plusieurs échantillons, peut-être on aura besoin de plusieurs recherches, qu'on ne peut pas dire qu'on ne fera que ça, parce que ça, c'est un frein pour l'avancée des connaissances et pour l'ensemble des patients. Avoir l'information pour le consentement avant, mais aussi après l'étude. Alors, on a besoin de temps. Vous savez que les médecins sont débordés par les patients, mais ça prend du temps. Et puis, on a besoin de moyens aussi, parce que plus la consultation est longue, plus on a à donner d'informations, c'est important. Mais le retour au patient est un moyen de respecter et de acknowledger, de reconnaître pour leur implication dans la recherche. Les patients sont des participants à part entière des recherches que nous faisons. Le caractère privé, et là l'importance du centre de recherche biologique pour une anonymisation qui ne soit pas absolue, dans le partage des résultats, entre l'accès de ces résultats à tout le monde et l'accès de ces résultats, par exemple seulement aux médecins qui la soignent, qui soignent ce patient, et puis avoir une réflexion pour la pratique de la médecine personnalisée. Alors maintenant, je vais passer de la recherche en quoi cela impacte plus peut-être directement à partir d'un certain nombre d'exemples, du CIRIC en particulier, les patients eux-mêmes. Alors le premier point dans lequel ça impacte, c'est le dépistage. Alors à partir de maintenant, je vais parler quasiment de colorectal, parce que c'est ce que je connais le mieux, donc je vais vous en parler au maximum, mais c'est vrai pour d'autres cancers aussi. Alors,
je vais vous parler de la génétique constitutionnelle et de la génétique somatique. La génétique constitutionnelle, j'aurais pu, si j'avais gardé les diapositives de Dominique Stoppa-Lyonnet, j'aurais plutôt parlé de cancer du sein et de BRCA1, mais là, je vais passer au colorectal. C'est ce qui permet, en analysant donc le génome d'un individu, un certain nombre de gènes, d'évaluer son risque de faire un cancer, de l'identifier et d'en faire une prise en charge spécifique. Et la génétique somatique, dont je parlerai dans un instant, définit le pronostic et la prédiction à la réponse thérapeutique. Vous ne voyez rien ici, mais il y a en haut et là les risques de cancer colorectal dans la population française. Alors le premier risque, vous me direz qu'il n'est pas propre au cancer colorectal, mais il est important pour le dépistage, c'est de vieillir. Alors vous me direz, c'est un risque pour plein d'autres choses que le cancer colorectal, ça c'est pas très malin. Mais vous voyez que vous ne voyez pas que plus on est vieux, on commence avant, je ne sais plus, 40 ans, le risque est ridicule, et après 60-70 ans, on a un risque sur 22 chez l'homme, sur 39 sur les femmes. Donc si on veut dépister, il vaut mieux dépister dans les populations plus âgées. Hein. Bon. Mais ça, c'est ce quoi je voulais attirer votre attention. Si on prend le risque de cancer colorectal dans la population générale, il est de 1. S'il y a dans une famille une personne qui a eu un cancer colorectal, le risque est doublé. Si cette famille a eu un cancer colorectal avant 45 ans, cette personne de la famille, le risque est pratiquement multiplié par 4. Ça montre bien qu'il y a un impact génétique quand même. Et si il y a 2 membres de cette famille qui ont eu un cancer colorectal, il est pratiquement multiplié par 6. Donc le risque de cancer colique est fonction de l'âge, mais aussi des antécédents familiaux. Il amène à définir des sujets à risque moyen, à risque élevé, à risque très élevé. Et évidemment, les techniques de prévention doivent différer si vous vous trouvez devant quelqu'un qui a un risque faible et quelqu'un qui a un risque très élevé. Alors, il y a 2 maladies qui prédisposent particulièrement au cancer colorectal. La polypose adénomateuse familiale, 1 ou 2% des cancers colorectaux. Il y en a 2 formes, une maladie autosomique dominante et une maladie autosomique récessive. Et puis, je parlerai un tout petit peu plus de ce qu'on appelle le syndrome de Lynch. Monsieur Lynch est toujours vivant, qui est aussi une maladie héréditaire, mais sans polypose, sans polype dans le côlon, et qui est responsable de 3 à 5% des cancers colorectaux. C'est une maladie autosomique dominante, c'est-à-dire qu'il y a une pénétrance forte. Et cette maladie est due à un fait qu'il y a des mutations sur des gènes qui codent pour des protéines qui réparent l'ADN. Vous savez que l'ADN peut être cassé par des tas de mécanismes. Ça peut être des virus, ça peut être des radiations, ça peut être des adduits chimiques. Et nous avons en permanence, parce qu'il faut assurer l'intégrité de notre génome, des enzymes dont le rôle, c'est de réparer l'ADN. Et quand il y a une mutation de ces enzymes, eh bien, on ne répare pas l'ADN. Et s'il n'est pas réparé, ben, la cellule prolifère avec un ADN non réparé et risque de faire un cancer. Alors, il y a 3 gènes qui ont été identifiés. Il y en a plus que ça maintenant, mais je donne ces 3-là. Le gène qu'on appelle MSH6. Alors, depuis, on n'appelle plus par des petits prénoms. Hein. C'est plus LA. Maintenant, on a des choses qu'on ne peut plus comprendre. Bah, quand vous avez une mutation de ce gène, le risque de faire un cancer est de 20% à 80 ans. Vous voyez, bon, c'est assez fort, mais relativement supportable. En revanche, si vous avez une mutation d'un de ces 2 gènes-là, vous montez jusqu'à presque 50% de risque de développer un cancer du côlon. Donc, un individu chez lequel on découvre une mutation du gène MSH2 ou MLH1 a un risque sur 2 de développer un cancer du côlon au cours de sa vie. Donc là, clairement, il faut faire quelque chose avant, hein, si on peut. Voilà, donc des études ont été faites. Alors, 22 familles ont été utilisées. Heureusement, je vous dis 3% des cancers, ce n'est pas très fréquent. Et des coloscopies ont été faites tous les 3 ans chez ces études, contre pas de surveillance. Et vous voyez que dans le groupe coloscopie, il y a eu 6% de cancer, dans le groupe pas de surveillance, 16%. Donc il y a eu une réduction de 62% dans le groupe dépisté. Et puis surtout, il n'y a pas eu de mort par cancer dans le groupe qui a été dépisté. Et il y a eu une mortalité générale réduite de 66% dans ce groupe. Donc c'est extrêmement efficace. Hein. On a réglé le problème. Et donc il a été recommandé qu'on fasse des coloscopies chez les individus
tous les 2 ou 3 ans à partir de 20-25 ans. Alors voilà, ça aboutit à des recommandations qui sont que chez les patients à risque élevé, ceux qui ont des patients ayant des antécédents familiaux avant 65 ans, des antécédents personnels d'adénome, et qui n'ont pas ces prédispositions génétiques majeures dont je viens de vous parler, il faut faire une coloscopie systématique à partir de 45 ans, tôt, et on peut la faire tous les 5 ans. Chez les risques moyens, on peut attendre plus longtemps, on peut attendre jusqu'à 50 ans et les faire 2-3 ans, jusqu'à 75 ans. Mais avant de faire la coloscopie, on peut faire tout simplement de la détection de sang dans les selles. Et ça, vous avez tous reçu, j'imagine, par l'INCa à partir de 50 ans, un petit lettre vous encourageant à le faire. Et on fait une coloscopie que si il y a un risque ou en tout cas une indication qu'il peut y avoir un cancer. Très bien. Ça, c'est pour le dépistage. Je ne sens demande de sauter sur le truc, mais enfin, j'essaye d'illustrer et d'aller assez vite. Maintenant, le traitement, est-ce que ça peut prédire? Et là, c'est le domaine de la génétique somatique. Je reviens à mon syndrome de Lynch. Je vous ai dit que les gens qui avaient un syndrome de Lynch sont des gens qui étaient très prédisposés à faire un cancer du côlon, jusqu'à 1 sur 2. Mais, oui, c'est entre guillemets un bon cancer. C'est un cancer qui n'est pas très agressif. Et la raison pour laquelle il n'est pas très agressif, j'y reviendrai par la suite, c'est que comme l'ADN est mal réparé, il y a des tas de protéines anormales à la surface qui induisent une réaction immunitaire avec une très forte infiltration immunitaire qui contrôle le cancer. Mais quand même, les médecins, ils ont voulu faire ce qu'ils savent faire. Donc ils ont dit on va faire de la chimiothérapie à tous les cancers du côlon. Alors voilà un groupe. En jaune, c'est ceux qui ont le syndrome de Lynch versus les autres qui n'ont pas reçu de chimiothérapie. Vous voyez que la vie des gens, là, vous voyez, 90% des gens sont vivants à 5 ans avec le syndrome de Lynch, alors que, bien entendu, les autres ne le sont pas. Donc, la chimiothérapie a été faite pour les deux. Ça a amélioré la vie de ceux qui n'ont pas de syndrome de Lynch. Mais ça a diminué l'espérance de vie de ceux qui ont un syndrome de Lynch. Probablement parce que ça devait détruire la réaction immunitaire qui était localement. Donc déjà, un premier point, lorsque vous avez un syndrome de Lynch ici, un patient devant vous qui a un syndrome de Lynch, il ne faut pas lui recommander de faire de la chimiothérapie, alors que tout le monde, pour les autres, va faire de la chimiothérapie. Alors, quelle chimiothérapie? Alors, les médecins adorent ce type d'arbre de décision auquel ils sont les seuls à comprendre quelque chose, qui disent, voilà, devant un cancer du côlon, vous avez le choix, après la chirurgie en adjuvant, soit de rien faire, soit vous faites différentes drogues, 5-FU, une combinaison de drogues qui s'appelle Folfox, et puis si récidive, vous changez, vous faites Folfiri, puis si récidive encore, vous allez encore changer. Puis récemment, il y a eu un anticorps monoclonal qui s'appelle le cetuximab, qui est arrivé en 3e ligne sur les cancers métastatiques, et vous allez rajouter ça. Donc, très bien. Le problème, c'est que ça a un coût aussi. Et ça aussi, c'est un problème sociétal qui est un problème sociétal important. Vous voyez que quand il y avait simplement le Caverine 5-FU, le coût était, pour 8 semaines de traitement, était de $1000, disons, $100. Mais quand plus on rajoute de choses, on est à $30 000. Donc on a multiplié par 30 le coût du traitement. Est-ce qu'on a multiplié par 30 l'efficacité du traitement? Parce que ça, c'est évidemment un élément majeur. C'est comme vous voulez. Vous pouvez voir que le verre est à moitié plein ou le verre est à moitié vide. En jaune, vous avez la réponse de la tumeur au traitement, au fur et à mesure que vous rajoutez des choses. Ça veut dire la disparition ou la diminution de la tumeur. C'est très impressionnant parce que vous voyez qu'entre ne rien faire, mais le plus simple, c'est de commencer par les traitements anciens, vous êtes passé ici de 15% des tumeurs qui régressent à 55% des tumeurs qui régressent. Mais si vous regardez en vert ou en bleu la survie sans récidive ou en bleu la survie globale des patients, c'est beaucoup moins impressionnant. Vous avez dépensé 30 fois plus. Et bien sûr que c'est bien, là vous êtes passé de 6 à 9 mois, là vous êtes passé de 15 mois à 22 mois, c'est bien, mais c'est quand même pas extraordinaire. Donc on traite, on fait régresser des tumeurs,
mais ça a un impact sur ce qui nous intéresse quand même avant tout, la vie sans tumeur et puis la vie tout court qui est limitée. Donc il faut avoir des nouveaux traitements. Alors le nouveau traitement, et ça c'est la grande contribution du directeur du CERIC, Pierre-Laurent Puig, qui a été confirmé par beaucoup, il y a un nouveau traitement qui est un anticorps monoclonal, qui s'appelle Erbitux. Oh, pardon, je n'aurais pas dû donner cetuximab, je n'aurais pas dû donner de nom de marque, qui donc est capable de traiter des cancers du côlon et qui ont été rajoutés, d'autres cancers aussi. Et les cancers ont été traités, et c'est un cancer qui cible un récepteur, qui s'appelle le récepteur de l'EGF, qui signalise, qui fait pousser les cellules tumorales et d'autres cellules, et qui signalise avec un certain nombre de facteurs de signalisation. L'un d'entre eux s'appelle KRAS, peu importe. Qu'est-ce que Pierre-Laurent Puig a vu il y a déjà quelques années, qui est une des bases du développement du CERIC, c'est que quand on prend des tumeurs dans lesquelles, c'est somatique maintenant, c'est plus constitutionnel, hein, la mutation est seulement dans la tumeur, pas dans les tissus sains, eh bien c'est pas mal du tout. On a 11 patients qui répondent et 6 qui ne répondent pas, donc une très forte réponse, et une survie, c'est une tumeur métastatique bon, qui n'est pas mauvaise ici, 16 mois. En revanche, si on a des patients qui sont KRAS mutés, 0 répondeur. Et vous voyez que la survie, elle est beaucoup moins bonne. Donc voilà un début de médecine personnalisée. Il ne faut pas traiter des patients qui ont une mutation KRAS. Et d'ailleurs, ces travaux et d'autres ont amené l'Agence européenne du médicament, c'est écrit Erbitux, à donner dans son autorisation de mise sur le marché le fait que Erbitux est indiqué pour le traitement des patients avec un anticorps anti-EGF récepteur qui exprime, pour le traitement du cancer colorectal métastatique, qui exprime la partie, le KRAS non muté, wild type, et non pas pour les autres. Donc ça fait partie des choses. Mais quand on regarde un peu plus, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'en bleu, c'est la progression, en rose, c'est la stabilisation, et en jaune, c'est la réponse. KRAS muté, il n'y a pas de réponse. 100% des patients sont soit progresseurs, soit sont stabilisés. Mais dans les KRAS non mutés, il y a 40% de réponses, dont 1% de réponses complètes, mais il y a quand même 60% de non-répondeurs. Donc on a déjà avancé, on ne traite pas pour rien toute cette population, mais on traite encore pour rien cette partie de la population. Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde dans la cellule tumorale qu'on traite s'il n'y a pas d'autres KRAS. Alors, ils ont tous des noms extraordinaires, RAF, RAS, PI3 kinase, tout ce que vous voulez, toutes ces molécules, vous voyez, qui sont sur la voie des récepteurs de l'EGF. Et on va regarder si des mutations dans certaines de ces molécules, de gènes qui codent pour ces molécules, ont aussi un impact sur la non-réponse au traitement par l'anticorps monoclonal. Et là, ça a un impact. Vous allez voir que ça devient de plus en plus difficile. Avant qu'on ait testé KRAS, on avait 24% de réponse au traitement par l'anticorps monoclonal. Quand on teste KRAS et qu'on élimine les patients qui ont un KRAS muté, 36%, c'est drôlement bien, 50% d'augmentation de la réponse. Mais quand on rajoute BRAF, 38%, qu'on rajoute NRAS, 40%, qu'on rajoute PI4, 41%, quand on fait tout l'ensemble, on arrive à 50%. Donc vous voyez que les incréments, après avoir eu un fort incrément important, les incréments maintenant sont tout petits. On gagne, comment il s'appelait le ministre américain des Affaires étrangères qui parlait de la politique des petits pas. On est dans cette politique des petits pas. Kissinger, voilà. J'avais Salinger en tête, je voyais bien que ce n'est pas lui. Kissinger. Et c'est la politique des petits pas, et c'est toute l'approche dans le sein du CARPEM en particulier, que de faire avancer ces petits pas et de faire ce qu'il faut pour que petit à petit on fasse diminuer cette partie qui ici est en rose et qu'on puisse personnaliser au milieu de la médecine. Néanmoins, donc, c'est pris suffisamment d'importance pour que 28 plateformes aient été créées en France pour tester les mutations KRAS. Et vous voyez que je n'ai pas les derniers chiffres, mais ça a encore augmenté. En 2007, il y a eu 1100 tests. Il y a eu près de 20 000 tests en 2009. En 2 ans, ça a explosé. Vous voyez comment
la mutation KRAS, c'est 2006 dans la réponse à l'Herbitux. 2007, on crée les premiers centres. 2009, c'est entré complètement dans la pratique. Vous voyez qu'on va extrêmement vite et qu'il est important de pouvoir partager ces données rapidement. Alors, les thérapies ciblées sont en train de complètement bouleverser notre approche du cancer. Moi, je vous ai montré l'une d'entre elles, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais il faut bien savoir que l'efficacité de ces nouveaux médicaments est limitée à un sous-groupe de patients. Donc, ça ne va pas être la panacée universelle. Par exemple, KRAS pour le côlon, EGRF, BRAF pour les mélanomes, etc., etc. Et qu'il faut avoir le courage de prescrire ces thérapies aux patients qui en ont besoin. Juste une diapositive, je n'irai pas plus loin. Nous savons tous que les médicaments anticancéreux sont toxiques. Et là, on peut aussi tenter de faire de la prévision de cette toxicité. Là, c'est le domaine de la pharmacogénétique, c'est-à-dire l'étude des variations d'origine génétique dans le transport et le métabolisme des médicaments, ainsi que leur cible pharmacologique. Donc, on peut faire donc de la variabilité génétique à 2 niveaux dans le cancer, celle de l'hôte et celle de la tumeur. La toxicité liée à la chimiothérapie est prédite principalement par le génotypage de l'hôte, comment fonctionne son foie, comment sont ses enzymes, comment est-ce qu'il va les métaboliser. La réponse est produite à la fois par le génotypage de l'hôte et le génotypage de la tumeur. 2-3 mots sur, Franck Pagès vous en a parlé plusieurs fois, je ne sais pas, sur maintenant la réponse immunitaire du patient. Donc quelque chose qui est lié à l'hôte et non pas au patient, et que les recherches ont été faites ici au Centre de recherche des Cordillères, l'hôpital Georges Pompidou. On vit pour le pronostic des cancers du côlon depuis très longtemps sous une classification qu'on appelle la classification de Dukes, ou la classification en TNM, qui prédit le pronostic d'un patient en fonction de la taille de la tumeur, qu'on grade de 1 à 4, son invasivité dans le côlon, s'il y a ou non des ganglions pris et s'il y a ou non des métastases à distance, et ça c'est vrai pour toutes les tumeurs. Et nous avons eu la chance d'étudier une extraordinaire collection, et je voudrais rendre hommage ici, parce qu'un ancien professeur de cette faculté qui est mort, qui s'appelle Paul-Henri Cugninck, et son adjointe Anne Berger, qui ont collectionné 1 millier de cancers du côlon tout au long des années, qui n'intéressaient pas grand-chose. Et quand j'ai parlé avec Paul-Henri une fois, j'ai dit « Comment t'as ça ?» Mais il faut qu'on les étudie. Et donc là, c'est 959 cancers du côlon qu'il avait dans sa collection. C'est une étude rétrospective dont la survie sans récidive est classée en fonction du groupe de Dukes, A, B, C, D ou 1, 2, 3, 4. 1 sont des petites tumeurs non invasives, 2 sont des tumeurs non invasives mais sans ganglions pris, 3 avec des ganglions pris, 4 métastatiques. Ben, vous voyez que 80% des tumeurs n'ont pas de récidive si c'est le groupe 1, même plus, 90%, 80% groupe 2, 70% groupe 3, c'est suivi pendant 15 ans ça. Et dans le groupe 4, bien sûr, elles sont métastatiques, donc elles ont tous récidivé. Cancer colorectal, c'est plus de 10 000 morts par an sur à peu près 150 000 morts par cancer en France. Alors, nous avons un système qui a évolué au cours du temps, qui est notre système immunitaire. Et nous savons tous que notre système immunitaire, il nous sert à nous défendre contre les bactéries, les virus, les parasites. Si nous pouvons être ce soir ensemble en plein hiver et nous parler, c'est parce que nous avons un système immunitaire efficace. Sinon, toutes les bactéries que nous avons, je parle sous le contrôle d'éminents microbiologistes, sauteraient de l'un à l'autre et on ne pourrait pas se serrer la main, on ne pourrait pas s'embrasser, ce qui est nettement pire encore. Et ça serait bien dommage. Et bien entendu, depuis au moins un siècle, on supposait que si le système immunitaire est capable de reconnaître une chose aussi petite qu'un virus, une cellule tumorale qui se développe avec toutes ces modifications, il devait bien être capable de le reconnaître. Ça a été quelque chose de très, très, très discuté. Je dois dire que... Et c'est vraiment, je pense, j'en suis assez fier, les travaux de Jérôme Gallon, Franck Pagès, moi, qui ont été faits ici, qui ont changé le paradigme. Et l'approche a été de faire, là encore, de l'analyse au début de tous les systèmes immunitaires. Et je vais vous montrer simplement le résultat. Quand on regarde un cancer colorectal, on voit qu'il y a d'abord, les tumeurs sont infiltrées par des cellules immunitaires. Et on trouve les lymphocytes T, qui sont une partie des globules blancs porteurs de ces signaux, au sein de la tumeur.
dans la marge d'invasion et organisés comme dans des ganglions à distance de la tumeur où la réaction immunitaire se fait. Et il y a des tumeurs qui sont fortement infiltrées par des lymphocytes T, il y en a qui sont faiblement infiltrées, puis il y a des tumeurs qui ne sont pas infiltrées. Est-ce que ça a un impact, ça, sur le pronostic? Et ça a été vraiment des éléments déterminants. La diapositive majeure de ces travaux, je vous la montre maintenant. Ça, c'est la même chose que ce que vous avez vu tout à l'heure. Hein. C'est la même courbe sur les 959 patients du Hughes normal. Maintenant, si on stratifie les mêmes patients avec les mêmes couleurs en fonction de une forte densité de cellules de l'immunité, les lymphocytes T mémoire, vous voyez que même des patients qui ont des ganglions pris font mieux au point de vue survie que des patients avec des toutes petites tumeurs. Mais ce qui est beaucoup plus impressionnant, c'est ce qui est là. Les patients dont les tumeurs ont perdu cette infiltration en lymphocytes T mémoire, même des patients avec des toutes petites tumeurs qui n'ont pas de modification génétique particulière auxquelles les accrocher, stade 1 et 2, se conduisent comme des tumeurs métastatiques. Alors, Patrick s'en souvient, ça nous a valu le papier dans New England, dans Science, c'était un moment très, très important. On vit toujours là-dessus, on continue à beaucoup travailler évidemment là-dessus, et c'est une partie importante. C'est le deuxième, le premier, la génétique, Pierre-Laurent Puy, qui était le premier grand axe, Jessica Zuckman, la génétique des cancers, ça c'est le deuxième grand axe du CIRIC évidemment. Voilà. Mais donc on a identifié un groupe de patients ici. Ceux-là, ils sont guéris, hein, j'y reviendrai. On a identifié un groupe de patients ici qui ont besoin d'être traités. Alors, j'ai publié l'année dernière une revue dans Nature Cancer Reviews où on a montré que ce qu'on a vu dans le cancer colorectal, c'est vrai pour tout le monde. Hein. Il y a eu 20 types différents de cancers, on a tout regardé. Vous voyez que c'est rare qu'il y ait un tel consensus en médecine. 14 sur 15 études ici, 58 sur 60 études sont d'accord sur ce fait. Donc c'est maintenant un paradigme qui est bien établi. Alors à partir de ça, Franck Pagès a établi une plateforme. Comment on passe à l'hôpital? C'est très bien de faire de... Alors donc voilà la tumeur, et il prélève au centre de la tumeur des sans périphérie, et il a établi ce qu'on appelle un immunoscore, c'est-à-dire que quand vous avez une forte densité de ces lymphocytes au site de la tumeur et dans sa périphérie, vous avez un immunoscore de 4. Quand vous n'avez pas du tout, vous avez 0. Et selon la densité, vous avez 1, 2, 3, 4, etc. Et cet immunoscore est extrêmement important. Ça, c'est la survie sans récidive et la survie globale. Vous voyez que ces patients qui ont un cancer colorectal, qui ont un immunoscore de 4, 98% d'entre eux sont vivants 20 ans après. Ces patients, il ne faut pas les traiter. Ces patients, ils ont eu de la chirurgie et ils sont guéris. Et ce qui nous permet de le dire, c'est en regardant l'hôte, non pas en regardant la tumeur. Mais comment leur dire à ces patients qu'il ne faut pas traiter? En revanche, regardez cela. Ils vont récidiver pour 80%, ils vont mourir au bout de quelques années. Évidemment, ces traitements, et ceux-là, il faut les traiter. Le problème, c'est que je ne sais pas par quoi les traiter. Hein. On a envie de les traiter par des immunostimulants, de refaire cette approche. Et là aussi, on se retrouve dans le chapitre précédent et il faut définir les traitements au maximum. Alors, Franck Pagès à Pompidou a une plateforme maintenant pour faire ça, qui est tout automatisée. Il peut faire donc des analyses à haut débit. Et plus important encore, un effort mondial, je reviens à cela, donc, est en place avec les USA, le Canada, la Suisse, la Chine, l'Italie, l'Australie, tout ce que vous voulez, qui a comme objectif de regarder, donc 22 centres dans 15 pays font cet immunoscore et regarder près de 10 000 cancers du côlon pour établir une fois pour toutes, je termine les choses. Alors, je terminerai là-dessus, on est maintenant dans la médecine de la prédiction, et c'est Franck qui a même bien présenté cette diapositive, je l'ai pris, c'est la punition de Tiresias. C'est à entrevoir vous voyez, il me le dit qu'il faut que je m'arrête, le futur sans pouvoir le changer, c'est une douleur d'être sage quand la sagesse ne profite pas, dira Tiresias. Je pourrais peut-être dire, voilà, cet individu a un fort risque de récidive rapide, mais pour l'instant, je ne sais pas, c'est un autre problème éthique, ce que je dois faire pour le faire passer d'une catégorie à l'autre. Donc, groupe à haut risque de récidive, bénéfice d'une intensification thérapeutique. Est-ce qu'il faut le dire à ce patient, si je ne sais pas quoi lui faire, qu'il est dans le
le groupe Amoveris. Alors, Franck Pagès est l'investigateur, je peux me prononcer ça, d'un grand essai où on fait à la fois donc l'analyse pathologique classique, l'analyse de génétique tumorale dont je vous ai parlé, Pierre-Laurent Puig, Hélène Blonz, et l'immunoscore. Et ce qui est intéressant, donc ça recrute très bien, mais ce qui est intéressant, et c'est ça que je voulais vous montrer, c'est ça que vous ne voyez pas, c'est qu'on ne regarde pas que la tumeur. On fait un questionnaire immunologique, on regarde s'il y a d'autres phénomènes immunologiques associés, auto-immunité, inflammation, allergie, mais surtout dénutrition, carence en fer, enfin des phénomènes généraux. Mais pour ce qui nous intéresse aussi, un questionnaire psychosociologique mené par Consoli et Cédric Lemoyne pour intégrer aussi les sciences humaines et sociales dans cette étude qui est prospective maintenant, donc ça peut faire de ce patient. Voilà, et tout ça est mis dans une banque de données qui est donc sous la houlette d'Anita Burguin et qui pose ses propres problèmes éthiques dont nous avons parlé. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Grâce à la banque de données, à la biologie de système, nous avons maintenant une vision claire d'une maladie complexe. Et on aime bien ça, parce qu'à chaque fois, on peut aller regarder ce qui se passe, le petit noir qui est ici. Mais il faut maintenant que nous transformions cette vision claire en quelque chose d'utile pour le malade. C'est maintenant la médecine personnalisée une réalité de la prise en charge des malades cancéreux, dans le diagnostic du risque, MSI, mais aussi BRCA1, BRCA2, la définition du pronostic et la prise en charge thérapeutique. Et désolé d'avoir été trop long. Il y a 20 ans, déjà, Pavel, 20 ans, tu m'expliquais dans ton service à l'Hôtel-Dieu la difficulté clinique de dire aux femmes, en fonction de leur statut génétique, BRCA1, BRCA2, tu te rappelles de ça? Qu'est-ce que je dois faire, comment, en fonction du risque, etc. Et là, ça montre combien c'est heureux que tu sois là pour déjà nous dire comment toi-même les choses se sont développées et peut-être les réactions aux avancées qui ont été présentées là par l'équipe de l'HGP. Je crois que c'est important qu'il y ait une petite discussion là-dessus. Tu as la parole, Pavette. De m'inviter. Je suis très heureux d'être ici de nouveau dans cette université. Très utile aussi de faire ces échanges. On a parlé de la médecine personnalisée plus tôt cette année. Mais ici, c'est oncologie, mais ça s'applique au-delà de l'oncologie. On pourrait enlever le mot oncologie, on pourrait mettre, moi je fais ça dans le cardiovasculaire comme personne, mais je dirige un service où l'oncologie est le problème principal. Nous avons 600 familles. Et au Québec, les familles tentent d'être grandes avec le cancer du sein familial, avec le cancer du sein et ou ovaire. Donc, ça demeure un problème très, très important pour nous. Et les solutions, ce que vous appelez la médecine personnalisée, précision, on a les mêmes débats, les mêmes discussions. Je voudrais, au-delà des similarités, souligner quelques peut-être différences. Chez nous, dans le service, le processus familial, le souci familial, est peut-être plus important de ce qui est apparu dans vos propos, dans le sens que, oui, le patient est extrêmement important, mais ce qui nous préoccupe du point de vue éthique, ce que nous étudions davantage, c'est l'impact sur la famille actuelle, passée et future. Ce n'est pas évident. Le diagnostic présent, ce qu'on donne le diagnostic au patient, est-ce qu'il va le dire à la sœur avec qui il ne s'entend pas depuis 20 ans? Est-ce que cette information-là est obligatoirement transmise aux enfants ou non? Les conséquences sont parfois sévères. Nous avons eu un cas, le cancer médulaire de la thyroïde, qui est un cancer heureux parce que totalement, on peut prévenir aujourd'hui sur le diagnostic de polymorphisme de Rett. Je n'ai pas vu de métastase depuis maintenant 15 ans. J'ai vu des gens mourir au début de ma carrière. Donc, c'est quelque chose de très bien. Une mère qui a refusé de dire ça à ses enfants. 20 ans plus tard, un de ces enfants-là est devenu avocat, poursuivi le médecin. Malheureusement, ça n'est jamais allé en cours parce que le médecin lui a documenté par les lettres de sa mère, qu'il a écrites à sa mère,
Le gars a retiré la cause, mais j'aurais voulu voir ça en cours. Qu'est-ce que la Cour aurait dit à ça? Est-ce qu'on a cette obligation, oui ou non? Jusqu'à quel point on a l'obligation d'informer la famille? Et les conséquences sur la famille. Nous venons de finir une étude que je ne sais pas encore tous les résultats, mais la conséquence sur les gens qui sont négatifs dans la famille. Quelle est la relation entre ceux qui sont négatifs, donc n'auront pas le cancer d'ovaire et du sein? Eh bien, la sœur va l'avoir. Donc, cette complexité-là est importante. Elle est certainement pas soulagée avec la nouvelle approche, ce que vous avez dit dans les premiers diapos, le high throughput sequencing, la nouvelle génération de séquençage, parce que la quantité de données incidentelles est énorme. Et dans la plupart des cas, on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'on doit le divulguer? Le comité éthique, parfois, veut qu'on le divulgue. D'autres comités ne veulent pas qu'on le divulgue. C'est quoi le statut de ça? Et on a probablement une obligation de sauvegarder l'information, mais d'avoir un moyen de revenir auprès des patients quand on va comprendre la signification. Mais c'est un effort énorme. La base de données que ça prend, parce que vous en avez des millions par patient, la base de données que ça prend un mot du nuage pour l'informatique, le cloud. On utilise le cloud, mais même là, ça prend énormément d'informations. Organisation de cette information et le coût de préservation de cette information, de sa réanalyse périodique. Donc, c'est des problématiques avec lesquelles on ne sait pas vraiment quoi faire encore. C'est pour ça qu'on a formé l'unité de recherche en éthique pour résoudre ces problèmes-là. Commentaire peut-être sur l'anonymisation. Nous avons décidé d'appeler ça dénominalisation. Et nous ferons une grande distinction entre anonymisation et dénominalisation. Anonymisation, on considère qu'elle devrait être proscrite parce que ce n'est pas moral d'enlever le nom, de ne jamais être capable de retourner sur le patient. Dénominalisation, c'est-à-dire qu'on a un gatekeeper, on a un gardien de la porte qui, lui, a la clé. C'est une personne indépendante, donc il y a moyen de retourner au nom, s'il y a besoin. Donc c'est dénominé. Les chercheurs, personne n'a l'accès, sauf il y en a, l'accès existe. Et ça, c'est généralement accepté par le comité éthique. Mais les problèmes non résolus, vous avez parlé de la loi de Bush, vous voyez, elle est mieux que rien. Nous n'avons rien. On n'a rien. La troisième tentative qui est dans le moment au Sénat d'une loi qui protège les gens contre la mauvaise utilisation d'informations génétiques par les assurances. Est-ce que le comité éthique commence à nous obliger maintenant de le dire aux patients, dans le consentement éclairé, d'avertir le patient qui peut perdre son emploi, qui peut perdre ses assurances? Et même si c'est dénominalisé, il ne peut pas. Mais au cas, par précaution. Mais ça, les patients, quand ils lisent ça, ils ne veulent pas signer. Mais ils vont se priver d'informations, ils vont se priver de prévention. C'est complexe, cette question-là. Dans le dépistage, en fait, peut-être revenir sur les monogéniques, polygéniques. Certainement, la médecine, ça va vers le polygénique, c'est clair. Monogénique, c'est une façon d'apprendre à faire mieux plus tard. Qu'est-ce que vous faites éthiquement? Nous avons un débat, donc je vous pose la question, c'est votre attitude. Dans le moment, on diagnostique un gène à la fois, mais on ne teste pas les autres gènes. Si le BRCA est négatif, on s'en va vers les autres gènes. Est-ce que ce ne serait pas plus utile économiquement, légalement, de les faire tous, même dans un chip? Moi, je crois que oui. C'est à la fois plus utile pour le dépistage, c'est aussi plus utile pour la prédiction de réponse au traitement. Évidemment, au fur et à mesure que les connaissances avancent et que l'on connaît, je dirais, autour des
des gènes majeurs, BRCA1, la myriade, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots, la myriade de gènes additionnels qui ont un impact, je trouve qu'il est dommage de se priver de cette information et qu'il faut absolument le faire. Bon. Est-ce qu'on va faire Mais ça on est dans les coups. avec myriade ou pas? Voilà. C'est ça. D'autres questions qui surgissent, qu'on ne s'attendait pas à ça. Ça vient parfois avec le progrès de médecine dans complètement notre domaine. Je vais formuler ça sous forme de question aussi, parce que c'est dans le moment un combat dans mon service. Moitié sont pour, moitié sont contre de la solution suivante. Nous avons maintenant au Québec la gratuité pour la fécondation in vitro. La raison que l'État a fait ça, et l'État est content qu'il a fait ça, parce que le nombre de grossesses jumellaires, le triplet, quadruplet, était très élevé, à un coût extrêmement élevé pour l'État, parce que quand les gens payaient, on mettait plusieurs possibilités. On multipliait la possibilité de grossesse jumellaire, et surtout les triplets et quadruplets, qui est un peu plus difficile, surtout pour l'allaitement. En fait, et donc, c'est gratuit maintenant. C'est clair que dans fibrose kystique, on le fait gratuitement, y compris le diagnostic génétique, le choix gamétique. Il y a une personne qui a demandé, trentaine d'années, une personne de 30 ans, de faire le choix gamétique parce que la famille a le BRCA1. Sa mère est morte à 39 ans. Sa sœur est morte il y a 33, 34 ans. Elle veut un choix gamétique. Refusé parce que ce n'est pas grave comme maladie. Ce qui est gratuit, c'est les maladies graves, néonatales, tôt dans la vie. Le cancer du sein, ça arrive beaucoup plus tard, ce n'est pas important. Mais pour cette personne-là, je ne suis pas sûr que ce n'est pas important quand tout le monde est mort autour d'elle. Avant 45 ans, sa vision n'est pas la même. Est-ce qu'on devrait faire ça cas par cas ou qu'est-ce que c'est votre opinion? Peut-être que voilà, non, c'est peut-être Claude ou toi ou Claude, peut-être. C'est plus toi là. Qu'est-ce que je ne sais pas. Mais il y a des moments où il faut savoir dire je ne sais pas. Je pense que je ne sais pas. Ça dépend des cas, parce qu'on pourrait aller encore plus loin, c'est-à-dire le Huntington, toutes les maladies. Huntington serait permis. Ce serait permis. Ah, absolument. Parce que ce permis serait bien sûr beaucoup trop grave. Aucun doute. L'insomnie familiale fatale. Intuitivement, moi je serais sur la pente de le permettre. Voilà. Voilà, c'est peut-être pas la peine de se masquer. On n'est pas dans l'eugénisme, parce que le risque, c'est toujours la limite avec l'eugénisme, choisir. Oui, donc on est toujours un peu gêné. On n'est pas en train de choisir des yeux bleus. Mais là, on n'est pas. Voilà. Donc moi, je pense qu'il est assez logique de l'autoriser. C'est quand même une maladie quand on a cette mutation qui touche des femmes jeunes. Alors, on pourrait dire que, si on veut être complètement cynique, là, les gens qui l'interdisent se conduisent comme ce qu'on dit toujours, que ce qui est important, c'est de préserver l'espèce et non pas l'individu. Donc tout ce qui arrive après la période de reproduction, ça n'a pas d'importance. Évidemment, on ne doit pas avoir, une position de ce type. Voilà. Ma dernière question est peut-être la plus difficile. Je suis confronté avec... C'est pas ma position. Et je suis confronté avec cette question-là. Chez nous, aux États-Unis aussi, il y a plus en plus de mise de faire des grandes subventions d'État en collaboration avec l'industrie. L'industrie donne 10 millions, l'État donne un autre 10 millions. Et là, vous avez un problème additionnel, un problème éthique additionnel, surtout dans le domaine de la divulgation ou non-divulgation. Divulgation complète de tout le temps. Est-ce qu'on va développer
des tests? Est-ce qu'on va développer des médicaments sans aucun brevet, sans aucune protection? Et à l'opposé, on a besoin de cet échange d'informations. Je viens de recevoir une subvention majeure, 18 millions, il y a 2 semaines, du gouvernement de Québec, pour ça, avec l'industrie, avec des partenaires industriels. Heureusement, on a tout un groupe d'éthique dans cette composée-là. On va étudier surtout cette question-là. Comment on va faire? On va réfléchir à ça dès le départ. De la divulgation, non-divulgation, breveter ou non. Pas breveter le gène, mais breveter le produit, breveter l'utilisation. C'est pas évident. Les puristes diront « Ah non, on n'a pas le droit de breveter rien ». Oui, mais est-ce qu'on va avoir développé... On ne développerait pas l'aspirine si on ne breveterait pas. Voilà, alors là c'est une question qui est un peu différente et qui transcende le problème de la cancérologie, mais qui est une question dans laquelle il y a des réponses empiriques sans que ça ait vraiment été étudié. Voilà. L'immunoscore que je vous ai montré, si, bien entendu qu'on l'a breveté. Et moi, j'ai besoin d'assurer ma retraite. Donc, il a été breveté, évidemment. Pour rester il y a Pierre-Laurent Puig, il y a des brevets, évidemment. Ces brevets qui ont été pris conjointement par l'INSERM, l'Université Paris-Descartes, l'assistance publique Hôpitaux de Paris, les inventeurs, donc une toute petite partie de ça, ont été pris à partir de travaux qui ont été faits sur des banques de tumeurs de patients à qui on a évidemment on n'avait pas la moindre idée qu'on allait pouvoir breveter quoi que ce soit à partir de ça, à qui on n'a bien entendu jamais dit que parmi, mais ça c'est vrai, je parle de moi parce que comme ça ne permet pas de mouiller les autres, mais de façon générale, la notion de profit potentiel à partir des travaux qui sont faits sur ces tumeurs, l'ADN, le sang, dans l'information que signe le patient, est absente. Ensuite, quelques années plus tard, des brevets sont pris, ils sont licenciés ou non à l'industrie, ils peuvent être pris par l'industriel directement si c'est une collaboration. Alors ça, c'est un champ que j'octroie assez vierge d'expérience, qui dépasse d'ailleurs le problème purement de l'éthique, mais qui est un champ tout à fait majeur. Je suis tout à fait d'accord. Sociétal, en fait, une problématique sociétale. Oui, je voudrais revenir à Henrietta Lacks parce que c'est précisément ce qui s'est passé. En 1951, on prend cette tumeur, on essayait de cultiver des cellules cancéreuses depuis longtemps, on n'y arrivait pas. On prend cette tumeur, elle avait un cancer de l'utérus qui l'a tuée en quelques mois, avec de nombreuses métastases, quelque chose d'épouvantable. Et donc, l'anapathe l'a cultivée et réussi. Il envoie gratuitement cette tumeur un peu partout aux États-Unis, et ensuite elle est commercialisée. En sorte que récemment, il y a un livre qui est paru qui explique que les tumeurs d'Henrietta Lacks, qu'on a appelé Hélène Lane au début parce qu'on voulait, il y avait une pression médiatique pour connaître son nom dans les années 60, et ils ont donné un faux nom. Et puis après, il y a un journaliste qui a révélé qu'elle s'appelait comme ça, ce qui a entraîné plein de problèmes pour toute la famille. Et actuellement, il y a des tonnes de cette tumeur qui sont vendues. C'est des gènes de cette patiente, des cellules de cette patiente qui sont vendues, qui sont commercialisées, etc. On les achète. Et donc, ce problème existait dès le début. Mais on a fait ça sans respect. Ce qu'on dit, c'est respectueux, y compris... Il n'y avait aucun respect. Si on partage, je pense que c'est beaucoup plus acceptable, si on partage avec le public, avec tout le monde, donc il y a un bénéfice sociétal. Je pense que ça change un peu l'optique dans la mesure. J'ai cru comprendre qu'il y a quelques années, Bartak Knoopers avait un tout petit peu travaillé et posé la question justement de la construction de, la possibilité d'avoir de telles banques de manière collective, de manière à se dégager. C'est pour ça que par rapport à toutes les questions qui sont posées là, moi je n'irai pas aussi rapide dans les réponses parce que le 4 et le 5 mars prochain, nous faisons l'Institut, pas du tout,
Le 4 et 5 mars prochain, l'Institut international de recherche en éthique biomédicale, qui se fait justement avec l'équipe de Bartak Knoopers et surtout avec celle que tu connais bien, qui est Stanton Jean, et qui sont tous les collègues québécois avec lesquels nous travaillons. Et d'ailleurs, nous t'invitons, ce serait très intéressant. Nous allons justement travailler ces différents problèmes qui ont un prolongement sociétal, individu, collectivité. Et c'est vrai que, en tout cas, on a le sentiment que les grandes valeurs qu'on avait de confidentialité, secret médical, c'est quand même là le fondement, sont actuellement non pas remis en cause, mais il est important que nous réfléchissions des procédures qui permettraient de donner une protection sans pour autant avoir... C'est pour ça que je me permets, sur tous ces sujets-là, d'être très précautionneux. Je pense qu'il doit y avoir des travaux de sciences humaines et sociales sur des parcours, comme par exemple celui qui s'est passé et que Patrick revenait un tout petit peu dessus, qui nous permettent, ce sont de véritables travaux qui vont nous permettre peut-être de faire des propositions. Et là, il y aura le débat public qui va être aussi important. Et Barta dirige le groupe que je mentionnais, dans le projet que j'ai mentionné chez nous, Barta dirige et bien sûr. Technique. Et je crois que là, la recherche en éthique, dans le cadre de ton laboratoire, ça va surtout être ces problèmes-là qui vont être particulièrement importants. Enfin, et je pense que nous-mêmes, on sera sûrement peut-être amenés à faire, je suppose, la même chose. Et donc, travaillons ensemble, je pourrais dire mieux, puisqu'on le fait depuis 20 ans déjà. Juste pour, de ma part, comme conclusion, je voudrais mentionner que dans la médecine personnalisée, une chose qu'il ne faut pas oublier dans la médecine personnalisée, c'est l'individu, dans le cas de cancer, c'est la tumeur, le génome de la tumeur, le génome de l'individu, mais aussi l'environnement et le choix personnel. Et je pense que ça va être l'ensemble de ça. C'est un petit peu reflété dans l'épigénétique, c'est un petit peu reflété dans le transcriptomique, mais ça doit être collectionné en même temps, et la plupart des grandes banques ne le font pas présentement. Alors, qui demande la parole par rapport à ces présentations de nos amis? Félicite Hervé de la qualité de son exposé, y compris pour les considérations éthiques. Donc tu peux être tout à fait rassuré. Nihil obstat. Simplement, il y a l'éruption finalement du séquençage. Tu en as parlé par allusion, mais ce qui est extrêmement important et ce qui finalement rend pratiquement sans effet toutes nos réflexions, on n'a pas d'illusion à se faire. Le fait que maintenant, depuis quelques années, chacun peut intervenir pour obtenir le séquençage de son génome. Ça a un prix, le prix baisse d'ailleurs, et il suffit d'aller sur Internet et d'envoyer soit une cellule qui vous appartient, soit ce qui est plus dangereux, la cellule d'un autre. Et on obtiendra le séquençage dont finalement on ne saura pas trop comment l'utiliser. Donc c'est un élément qui change tout, je crois, parce que pour le moment, oui, et avec d'ailleurs, par rapport à une des dernières questions qui ont été évoquées, l'exploitation du séquençage concernant les risques d'un certain nombre de pathologies, avec une extension du diagnostic préimplantatoire qui porte en germe l'eugénisme. La loi française initiale avait été très restrictive. J'en sais quelque chose. Il y avait une exigence de diagnostic précis, d'un pronostic fatal à court terme et de l'incurabilité. Bon, c'était entre autres la mucoviscidose. Depuis, on voit bien que tous ces critères, finalement, disparaissent peu à peu. C'est-à-dire que plus on fera apparaître des risques incertains, et bien plus il risque d'avoir une sorte d'appel à une thérapeutique radicale, c'est-à-dire empêcher de naître l'embryon dont le séquençage aura pu montrer les risques. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je vais essayer d'aller rapidement, concerne les biobanques dont tu as parlé et avec le consentement. J'étais très intéressé que tu en parles, mais un peu déçu que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Parce que avec quelques-uns, on a le sentiment de prêcher dans le désert. Je crois d'ailleurs qu'on avait parlé ici. De quoi s'agit-il? Les biobanques, surtout avec toutes les études concernant les traitements personnalisés qui procèdent par comparaison entre l'ADN de la tumeur constitutionnelle. Ça signifie que les biobanques
sont une source extrêmement importante, incontournable, pour progresser dans ce domaine. Et on voit apparaître ce qu'on appelle le changement d'usage, c'est-à-dire le consentement express, éclairé d'une personne pour un protocole, tu l'as évoqué. Qu'est-ce qui se passe le jour où on voit, à travers l'évolution et des travaux, que sa tumeur, pour laquelle il a consenti à une exploitation pour un protocole donné, pourrait être également utile pour d'autres recherches. Alors, il y a une réponse lapidaire que m'ont donné quelques parlementaires quand on avait évoqué ce sujet. Mais quand les gens sont morts, on s'en fout. Voilà. C'est lapidaire, mais ce n'est pas tout à fait le style du cercle Hippocrate. Hein. Alors, sur ce point, il y a une solution, il y en a une seule, une solution juridique. C'est le consentement optionnel. On en a parlé quelques fois. Je suis désolé de voir qu'y compris l'Institut du cancer, dont la présidente était intéressée, on ne sort rien. C'est-à-dire qu'on continue de s'illusionner et d'exploiter finalement, parce que c'est plus commode, des tumeurs, des prélèvements biologiques à des fins autres que celles pour lesquelles il y a eu consentement. Ce qui est une entorse de plus au principe du consentement que tout le monde proclame, sans voir tout ce qui est actuellement en train de le mettre en pièces. Le troisième point concerne les essais cliniques. Les essais cliniques, lorsqu'on a besoin de cohortes de plus en plus nombreuses pour pouvoir apprécier le bénéfice et le risque, dès qu'on est dans une démarche d'essais cliniques concernant des recherches personnalisées, les échantillons sont évidemment beaucoup moins importants. Et on ne va pas pouvoir, et par nature même, avoir des cohortes de 2000, 3000, 10 000 personnes. Ça signifie donc que les protocoles, les exigences statistiques concernant les essais cliniques doivent être revus fondamentalement. Et on s'est trouvé d'ailleurs confronté à l'Institut Curie à des rejets concernant un protocole de recherche dont tu as entendu parler, parce que les données statistiques étaient exclues et que les conseils scientifiques des différentes instances, pour eux, la Bible, avec le poids des statistiques, dont on est tout à fait en porte-à-faux. Et on condamne par là même des essais cliniques pourtant bien nécessaires. Je termine par rapport au partage et au partage des données. Et à l'accès aux biobanques, c'est un élément extrêmement important. Vous avez parlé de la recherche publique et de la recherche privée, la recherche académique. On est confronté, comme chez vous, d'après ce que vous avez dit, à une situation extrêmement difficile. Parce que, suivant les exigences que nous mettons, qu'on met, nous, en termes de recherche académique, les exigences sont à géométrie variable. Et lorsqu'on est sollicité par la recherche privée pour accéder à ces banques de données avec l'accès universel, qui est absolument indiscutable, eh bien, on voit qu'il y a un certain nombre d'institutions privées de recherche académique qui sont très restrictives, tandis que d'autres le sont moins. Autrement dit, on est dans un système de compétition, de concurrence, dans lequel, bien sûr, les considérations financières interviennent. Donc, ton exposé vraiment est tout à fait passionnant, mais il y a quelque chose d'affolant dans tout ce que tu as dit et vos interventions aussi, qui finalement, ces interrogations, les choses vont très très vite, on est dépassé et on est là à réfléchir, à considérer, à faire des recommandations. Moi, j'ai l'impression qu'actuellement, on est en pleine faillite de la bioéthique parce que l'innovation s'accélère et que quand il y a une accélération de l'innovation, finalement, le temps de réfléchir, lui, ne se réduit pas. Et il y a de moins en moins de gens qui réfléchissent à des problèmes de plus en plus angoissants. C'est vraiment un des éléments qui peut vous empêcher de dormir. Il y en a les collègues comme celui qui est debout derrière vous qui nous invitent pour la réflexion. Merci Pavel. Mais je crois qu'on est en train de se rencontrer tous. Je suis heureux que ça se fasse devant Hervé, justement, parce que je pense qu'on a réellement à travailler ensemble sur ces véritables questions qui sont loin d'être anodines et qui méritent... parce qu'en effet, le problème de la biostatistique, des méthodes est totalement mis en cause, mais surtout des données quantitatives, qualitatives, etc. On a toute plein de travaux encore à faire et c'est bien que dans Carpem, il y ait un axe 3. Oui, merci beaucoup. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a au Canada, est-ce qu'il y a une tendance d'un clivage est-ouest ou latino, non latino, comme on a en Europe, entre les pays à tendance ou influence latine et ceux plus de l'ouest ou du nord ou de l'est? Il y en a un clivage au Canada géographique, de l'est à l'ouest.
autant de fréquences de certaines maladies et dans la non-fréquence. Et moi, je l'utilise, ce clivage-là. Moi, je pensais au clivage éthique, en fait. Moi. Éthique, non. Éthique, non, mais biologique, oui. Il y a des cancers qui ont une prévalence dans un gradient de Est-Ouest. Il y a des cancers qui n'ont pas du tout cette influence-là. J'utilise ça comme un outil de voir qu'est-ce qui est plus génétique et moins influencé par l'environnement, que ce soit la nourriture, que ce soit la démographie, température, parce qu'il y a des grosses différences de toutes sortes de sortes. Mais l'éthique, non, je ne pense pas. Je pense que l'éthique est assez homogène à travers le Canada. Il y a des débats, mais ça, c'est des débats dans la même université aussi. Non, il n'y a pas de clivage. Et en rapprochant avec ce que M. Friedman a dit, au niveau, je n'ai pas très bien compris, l'autorisation de parler à la famille, parce qu'en théorie, en France, le malade est gardien de l'information. Donc, en théorie, s'il ne le souhaite pas, on n'a pas à dire quoi que ce soit, même au conjoint, ce qui paraît aberrant. Mais, donc, pour organiser le futur de la famille ou la prise en charge à domicile, par exemple, ça paraît bizarre. Et au Canada, qu'en est-il, s'il vous plaît ? Au Canada, j'ai réussi par beaucoup d'efforts de changer le Code civil au Québec dans le sens qu'on permet, dans certains cas, surtout dans le cas d'inconscience, de faire la recherche par un accord familial, par un accord des proches, parce que j'ai trouvé ça discriminatoire qu'on n'avait pas le droit de faire la recherche chez les gens aux soins intensifs, chez les intubés. Chez nous, c'était surtout les brûlés. Les grands brûlés sont immédiatement intubés, ne peuvent pas donner consentement, donc on ne progresserait pas leur traitement pour l'éternité. Je trouvais ça préjudiciable et j'ai réussi à persuader le Parlement de Québec pour changer le Code civil. Donc c'est maintenant permis dans certains cas, d'exemple de coma, tous les comas peuvent participer à la recherche par l'accord familial. En tout cas, j'aimerais beaucoup qu'en France, on puisse faire changer le Code civil, je dirais, d'une manière aussi simple que tu le présentes là. C'était pas simple. C'était pas simple. Parce que nous sommes dans les mêmes situations nous-mêmes par rapport aux données, par exemple, de patients qui sont décédés. Théoriquement, on ne peut, malheureusement, on ne devrait pas les prendre en compte. Oui, mais on les prend. Mais on les prend. Bien entendu. Mais il n'empêche que la demande a été faite en Conseil d'État et il n'y a toujours pas cette possibilité de fait. Il faut être très clair. Chez nous, on ne pourrait pas faire ça. Ah, voyez, comme quoi. On ne pourrait pas faire ça. Il y en a des gardiens pour les décédés. C'est la famille. La famille, s'il donne un consentement, c'est la curatrice publique qui doit décider est-ce que c'est acceptable ou pas. Après ça, vous avez la permission de faire le décédé. Donc, il y a un système qui implique la famille et qui implique l'appareil judiciaire de Québec. Ça prend quelques mois d'avoir cette permission-là. Une fois que vous l'avez, vous l'avez. Oui, mais je veux revenir à ce que disait Claude Hurier. L'International Consortium, 25 000 personnes à travers le monde. L'autre, il va y avoir 80 000 personnes à travers le monde. On peut pas, dans des pays extrêmement différents, il est évident que ça ne va pas être possible de demander à l'ensemble des familles un consentement éclairé. Donc ça n'est plus une question d'une certaine façon. On est déjà derrière cette question. Donc il faut trouver des moyens de gérer ça différemment en prospectif, mais en rétrospectif, c'est plus possible. On est déjà débordé. Tu as raison. Pendant qu'on y est, on va rajouter quelque chose. Le DNA banking, ça se fait sans aucun problème au niveau des USA et partout. En France, il y a beaucoup de difficultés, justement, à cause de nos règles. Donc, et c'est un gros problème pour notre collègue Beaune, qui lui-même a fait venir un collègue récemment et qui a montré tous les intérêts du DNA banking, etc., et que nous ne pouvons théoriquement ne pas faire à cause des problèmes de ce type. Donc, cela demande à ce qu'il y ait avec les juristes, et c'est pour ça que je disais que je suis très content que Pavel ait réussi à le faire, mais ça demanderait à ce qu'il y ait avec les juristes peut-être des discussions de ce type, très profondes, peut-être sur des cas particuliers, de réflexion,
Enfin, c'est ce que je pense que nous avons en quelque sorte à faire. D'autres Mais questions? on fait le storage de DNA, on a certainement des banques de l'ADN, mais ces banques-là sont très gérées. Il faut prouver, quand on fait le banking, il faut prouver qu'on a le moyen d'enlever le DNA de la personne qui 10 ans plus tard refuse que ces données soient utilisées. Il faut détruire son DNA. Donc c'est un moyen technique pour lequel on s'engage, qui permet en définitive... Continuer à respecter la décision d'individu. Voilà une solution. Oui, mais pas gratuite. D'autres questions? N'hésitez pas, vous avez la chance d'avoir 2 chercheurs particulièrement. Je vous rappelle que vous êtes ici. Certainement, il faut les signatures, il faut les autorisations. Il y a des étudiants qui vont vous écouter. Alors l'important, c'est peut-être même pas votre réponse, c'est qu'on écoute au moins votre question et que les étudiants, comme j'ai dit au début, qui vont y référer, c'est important qu'ils vous entendent. Sinon, de quoi? C'est pas votre satisfaction pure qui suffirait. Il y a deux sortes de banques de cordon ombilical. Un, c'est par la décision de la famille, désir de la famille. Dans ce cas-là, c'est à leur charge, à moins qu'il y ait une indication médicale très claire. Sinon, c'est pour l'utilisation pour la recherche, surtout pour la recherche sur les cellules souches. Et là, il faut absolument l'accord de la personne de donner le cordon ombilical. Donc, maintenant, la maman peut le faire, elle donne ses cellules, les cellules d'enfance, elle a le droit de le faire. Donc chez vous, on vous donnait le droit à la famille de garder les propres cellules de la famille, entre guillemets? Oui. Différent de nous. Alors. À leurs frais. À leurs frais. Ils payent pour le nitrogène liquide que ça prend. Donc vous avez plus de liberté que nous, mais avec un peu plus d'argent. Oui. J'ai entendu Claude Durier. Tu as la parole. En France, c'est interdit, j'espère bien que ça restera interdit, parce que ce n'est pas du tout une atteinte aux libertés, c'est au contraire mettre une interdiction à des opérations qui sont de l'escroquerie. Voilà. Il ne faut pas trop s'inquiéter par les mots, parce que vous savez que le champ de l'éthique, c'est le champ des conflits. Donc c'est normal, tout est normal, on gère très bien. Adressé à Hervé Friedman et le reste, vous rappelez, en 1988, le New England Journal of Medicine a publié, avec Rosenberg, que IL-2 était une solution et avait un impact important sur les métastases coliques. Okay? Plus le mélanome, plus tout le reste. À cette époque-là, j'étais à Boston aussi, je suis revenu et j'ai dit, Stephen, comment vous pouvez dire ça? C'est non éthique, c'est non vrai. Okay? Aujourd'hui, Janet Woodcock a annoncé, directeur de FDA, à Mme Murphy, okay, elle a dit, je ne peux pas évaluer les 250 biomarqueurs qui sont sur le bureau de FDA, comment je vais le faire? Et finalement, Obamacare vient de signer en août l'obligation, quand vous utilisez un nouveau marqueur ou un impact génétique phase 0, phase 1 ou phase 2A, que vous êtes obligé de signer le patient le consentement. Et vous ne pouvez pas le faire à travers un jury. C'est grâce à Christian Hervé qu'on peut continuer ce débat dans les prochaines années, j'espère, avec l'Académie de médecine, avec les différentes personnes, surtout avec l'FDA, ça sera très intéressant, parce qu'on ne sait pas comment on va le faire. Mais ce qui est vrai pour les Canadiens, je laisse tomber après ça, c'est qu'au Canada, on est soigné. En France, on est soigné. In America, in God we trust, all others pay cash. My response is no comments. Une dernière question. Bien. Alors,
on peut applaudir nos collègues. Il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes et surtout de nous retrouver, si vous voulez, pour le 29 janvier pour écouter François Goupy et avec la collègue qu'il fait venir et qui est de niveau international. Je serais tout à fait heureux que vous veniez l'entendre. Bonne soirée, à bientôt.